Bonsoir tout le monde, merci d'être venu ici ce soir à Edizioni Volando. Normalement, c'est Roy qui devait présenter cette conférence, mais comme c'est moi qui ai écrit le livre, c'est à moi de le faire. Il y a à peu près 2 ans et demi, une amie de Facebook me demande de venir la rencontrer sur Second Life. À cette époque, je faisais des tests stupides sur Facebook et on les fait pour s'amuser. C'est un peu n'importe quoi en général. Et puis, bizarrement, une personne sortait régulièrement. Voilà ira en prison avec toi. Quelle est ta meilleure amie? Voilà. Rien de bien sérieux, me direz-vous. Sauf que, un jour, voilà me laisse un message. Et quelque temps plus tard, elle me contacte en messagerie privée et je lui dis qu'un jour prochain, je viendrai sur Second Life. À ce moment, je n'avais pas d'avatar sur Second Life. On se donne donc rendez-vous sur Second Life très vite, parce qu'elle insiste. Je me décide à créer rapidement mon avatar, et le jour dit, on se voit pour la première fois en face à face sur SL. J'ai été impressionné par son avatar dès que je l'ai vu. Sa façon de se mouvoir, ses gestes, sa beauté. La communication vocale ne fonctionnait pas, alors on s'écrivait sur la messagerie. J'avais déjà 3 ans d'OpenSim derrière moi, où je rencontrais régulièrement des avatars. Mais OpenSim, c'est pauvre, et les avatars sont basiques, et il n'y avait pas d'animation, pas d'AO, dans la grille où j'étais. Alors ce que j'avais devant mes yeux dans Second Life à ce moment était surprenant, et j'étais émerveillé. On était dans sa librairie, et elle me parlait des avatars. Elle m'a demandé de l'aider à comprendre la vie des avatars. J'ai été surpris là aussi, parce que je ne m'attendais pas à ça. Ceci dit, elle connaissait mes centres d'intérêt qui étaient exposés sur ma page Facebook. Comprendre les avatars, ça, c'était dans mes cordes. Alors je lui ai dit oui tout de suite. Cette rencontre a été le début d'une aventure incroyable. Ma vie a changé. J'avais déjà lu des articles concernant l'émergence d'une personnalité spécifique dans le monde des jeux massivement multijoueurs en monde persistant. Et je savais donc que ça existait, et cela m'a fortement intéressé. Parce que là, avec elle, la possibilité d'observer et de comprendre cette particularité du psychisme humain qui se manifeste grâce aux univers virtuels devenait possible. Alors, nous avons commencé à travailler ensemble et à vivre ensemble aussi. J'ai très vite pris la décision de développer des activités sur Second Life, de manière à m'intégrer de manière plus efficace dans ce tissu social. Et c'est à cette époque que le premier centre de recherche sur les avatars a vu le jour. Par chance, Vola est éditrice de livres, des livres écrits par des avatars pour des avatars. Son idée est de récolter et de sauvegarder un patrimoine culturel purement avatarien et de créer un corpus permettant de reconstituer la naissance puis l'évolution des personnes et des communautés qui sont arrivées sur Second Life dans les années 2007-2008 et qui y sont toujours encore. Une telle démarche est fortement intéressante, puisque l'on assiste à la naissance et à l'auto-organisation d'une communauté virtuelle qui crée ses propres règles et qui a pris possession d'un espace vierge mis à disposition par la Linden Lab, la société qui a créé Second Life. Vola avait décidé d'en rendre compte pour en écrire l'histoire. Il s'est donc développé ici, dans ces temps, une vie, une organisation sociale, des communautés de divers types et une économie spécifique qu'on appelle le capitalisme créationniste. J'ai ainsi décidé de vivre une vie d'avatar et d'avoir une maison, un métier, une activité artistique. Je suis donc devenu éditeur, comme je suis également musicien, j'ai commencé à donner des concerts en jouant mes propres compositions du space rock. 2 ans et demi ont passé et j'ai vécu des choses. Et je vais vous faire part de mes observations. La première chose qui m'a surpris, c'est la difficulté à faire comprendre aux gens l'importance de garder trace de ce qui se passe ici. En tant qu'éditrice, Vola a du mal à récolter des témoignages, et c'est ce qui m'arrive aussi. Comme nous travaillons ensemble, nous avons décidé d'ouvrir l'édition à plusieurs langues, et de rajouter le français, l'anglais et l'allemand, puisque ce sont les langues que je connais. Et cette difficulté à faire témoigner les gens est identique quelle que soit la nationalité RL. Pourtant, nous sommes ici,
dans Second Life, dans un environnement exceptionnel. Pourquoi est-il exceptionnel ? C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que nous pouvons vivre et agir dans un autre univers. C'est une fantastique révolution. Les mondes virtuels vont devenir quelque chose de commun dans quelques années. Les résidents de Second Life auront alors acquis beaucoup d'expérience et ils seront certainement très à l'aise dans les univers virtuels. Mais cela amènera un changement, celui de fusionner le RL et le Virtual Life, un mode de vie où les deux univers seront imbriqués. Parce que ici, dans Second Life, nous avons l'immense chance de pouvoir inventer une autre vie, d'expérimenter une autre structure mentale, d'autres structures sociales. Et forcément, nous le ferons, et il y a tout à inventer, tout à créer. Et justement, c'est là le problème. En regardant en arrière, on peut constater que les résidents de Second Life n'ont pas révolutionné les choses. Certes, nous ne savons pas quelles expériences ont été réalisées ici ou là. C'est-à-dire que si des expérimentations de structures sociales uniquement avatariennes ont été menées, parce que Second Life est immense et qu'il y a des communautés que nous ne connaissons pas, comme les communautés asiatiques par exemple. Ce que l'on peut par contre constater en observant la communauté à laquelle nous appartenons, c'est que la plupart des gens se contentent de copier le RL ici. J'ai été choqué au début de constater que des maisons avaient des cuisines et des water closets, des WC. Ça sert à quoi ? Un avatar mange-t-il ? Va-t-il aux toilettes ? Non. Non, bien sûr. Les gens qui ont modélisé ces maisons ont un problème. Ils ne sont pas arrivés à inventer des maisons pour avatars. Heureusement, d'autres y sont arrivés. C'est juste pour donner un exemple. En 2008, un anthropologue américain a publié un livre fruit de 2 ans d'enquête dans Second Life. J'ai été sidéré de constater que dans sa conclusion, il écrivait « Les résidents de Second Life font des choses banales ». La plupart des gens disent « Je viens là pour passer un bon moment, pour m'amuser, ou pour aussi laisser derrière moi un RL peu satisfaisant. Chercher d'autres amis, se dépayser, ou même fuir le RL. » On a des tas de raisons pour venir dans SL. Pour jouer aussi. Beaucoup disent que SL est un jeu, mais ce n'est pas un jeu. C'est une simulation pour certains ou une autre réalité pour d'autres. Quand on copie le real life et qu'on se dit que c'est moi qui viens ici, c'est-à-dire la personnalité real life, alors on ne remarque pas forcément que c'est autre chose. On s'amuse, on est frivole, on fait des choses qu'on ne peut pas faire en RL, et les années passent. Mais après 10 ans, beaucoup sont toujours là, ici. En fait, l'avatar a une influence sur le psychisme, et même si on ne le remarque pas, les changements se font. Je ne vais pas vous ennuyer en citant les travaux universitaires qui le démontrent. Ces travaux sont déjà anciens et datent de 2008, et on continue à réfléchir, à travailler là-dessus. C'est-à-dire qu'on a très tôt remarqué que l'avatar n'était pas neutre. Et c'est là aussi tout le mérite de Vola, de l'avoir compris très vite, et d'en avoir parlé, et d'avoir voulu porter l'attention des gens là-dessus. Sans grand succès malheureusement, parce que les gens n'y croient pas, malgré le fait qu'ils baignent dedans, et justement peut-être à cause de ça, ils nient. Sauf que, dans certains cas, quand on les prend entre 4 yeux, ils avouent que, oui, ils ont changé. Alors, peur du ridicule, peur du changement, peur de quoi en fait ? Pareil pour la collecte de témoignages. Bien, l'argument, c'est que Second Life est visuel et que écrire ou lire ici serait un non-sens. Vraiment un non-sens ? Alors que, avant, il n'y avait pas la voice, et on écrivait tout dans le chat, et donc on lisait sans arrêt. Ces arguments sont stupéfiants. Non, ce que je vois, de mon point de vue, c'est que les gens n'aiment pas écrire. Écrire, cela demande un effort. Écrire, c'est prendre du temps, et du recul pour réfléchir. Et organiser sa pensée, c'est se raconter, et raconter les choses importantes. Mais on veut s'amuser dans les clubs et danser. Alors écrire, ça peut attendre.
Mais à Edizioni Volando, on ne demande même pas d'être des écrivains, ni d'avoir du style, ni de respecter la grammaire ou l'orthographe. À Edizioni, seul compte l'histoire. Le témoignage brut, justement, pour faciliter la transmission des vécus, pour garder trace de ce que les gens vivent et pensent ici, c'est important. Si nous ne faisons pas cet effort, alors, dans quelques années, on aura oublié et personne ne connaîtra plus vraiment les débuts de Second Life et son évolution. Et cela, ce sera une terrible perte. Une culture se base sur une histoire, se base sur un mythe d'origine, se base sur le vécu des gens qui font partie de la communauté, sur les événements qui émergent dans le temps. Il y a une culture de Second Life, il y a une culture avatarienne. Ce qui s'est passé, c'est qu'en 2003 a émergé un univers virtuel et les gens se sont appropriés cet espace vierge. La Linden Lab a ouvert un espace avec des contraintes techniques, mais n'a pas imposé de règles de vie, sauf celle de louer des terres avec une monnaie locale. Alors, les gens ont tout créé, tout. Les résidents ont tout fait. Ce que l'on voit aujourd'hui, c'est le travail des résidents, et c'est phénoménal. En quelques années, Second Life est devenu un lieu de vie extraordinaire, mais peu ont compris que cet environnement était quelque chose de révolutionnaire. Certes, on parle de merveilles de Second Life et des joies, et des peines aussi, bien sûr, qu'il permet de vivre. Alors j'ai dit oui à Vola, et je lui ai apporté mon soutien et mes connaissances pour l'aider dans cette tâche longue et difficile. Elle a commencé un travail ethnographique et historique, un travail d'ethnographe et d'historienne, de manière intuitive. Cela m'a impressionné, je dois le reconnaître. Mais elle est allée plus loin. Elle a eu une vision de l'avatar, et elle a compris que l'avatar permettait de nouvelles possibilités, qu'il pouvait faire transcender l'humain, de chair et de sang. Et j'irai plus loin encore, en continuant sa pensée, l'avatar est notre futur. Avant de mener ce travail, j'avais déjà senti que les univers virtuels, que les dispositifs immersifs numériques, allaient avoir une forte influence sur la psyché humaine. Aujourd'hui, après 2 ans et demi de vie dans Second Life, je suis totalement sûr que l'immersion dans ce que je vais appeler la machine, et que d'autres appellent la matrice, booste nos cerveaux. Il se passe quelque chose. La première chose, c'est que jusqu'à l'arrivée des mondes persistants, nous avions l'habitude de nous identifier à une seule identité. Ce n'est plus le cas. Et ce qui était taxé de pathologique par le passé s'avère en fait être une capacité normale de notre psychisme, la faculté de posséder plusieurs identités et surtout de pouvoir les vivre facilement grâce aux ordinateurs. La question de l'identité et des identités, plutôt des identités, des no-individualités, comme le dit Yan Min, est importante. Cette question des avatars est un domaine quasi vierge. Je n'ai rien lu de bien enthousiasmant sur la question, d'autant plus que la plupart des chercheurs qui en parlent ne sont soit jamais allés dans un univers virtuel, soit ils sont allés pendant une durée tellement courte que rien de bien intéressant ne leur est arrivé. On ne peut pas traiter la question de cette manière. Il faut vivre la vie d'avatar pendant des années pour commencer à comprendre. Il faut donc des enquêtes au long cours, de longues enquêtes. Peu de disciplines scientifiques sont aptes à mener ce genre de recherche. Dans l'article paru dans la revue MCD numéro 59 de juillet-août 2010, écrit par Yan Min, on peut lire que le japonais Keiichiro Hirano pense que ce qui formerait notre moi serait la somme de tous les individus, personnalités, que nous construisons par notre relation aux autres et qui peuvent parfois s'avérer très différentes, voire étrangères. Ainsi, nous avons plusieurs personnalités en nous qui dorment en RL, mais qui peuvent s'éveiller si l'environnement s'y prête. Et un univers virtuel est un environnement extrêmement propice. Alors dans Second Life, si on y prête un peu d'attention, elles émergent. Il y a un cas RL où l'on observe des personnalités. C'est dans le rêve lucide. Le rêve lucide est un rêve dans lequel on est conscient de rêver. Et là, on peut parler avec les personnages de rêve. Certaines personnes ont des facilités pour rêver de cette manière. D'autres n'ont pas du tout. Mais on peut l'apprendre.
Les personnages de rêve sont des parties de nous-mêmes qui ont certainement une fonction. Comme d'habitude, c'est une des caractéristiques de l'esprit humain qui est très peu étudiée. On ne sait donc pas grand-chose là-dessus, mais ce qui me semble certain, c'est que ces personnages de rêve sont des subpersonnalités. Des individualités qui ne peuvent pas se manifester à l'état de veille. Il y a de fortes chances que ces subpersonnalités, ces personnages de rêve, soient les mêmes qui émergent dans les réalités virtuelles. Et il y a de fortes similitudes entre les rêves et les univers virtuels de type Second Life. Vivre dans un univers persistant nous plonge dans une sorte de rêve matérialisé. Je développe cela dans mon livre Cyberespace et Avatar. C'est comme si nous étions dans un rêve collectif créé par les rêveurs. C'est un univers où nous nous déplaçons dans la manifestation tangible des rêves et des fantasmes numériques de toutes les personnes que nous croisons. Un immense rêve partagé, un univers psychique. La grande différence est que le rêve lucide est individuel et que la réalité virtuelle est partagée. Que se passe-t-il en fait quand nous allons sur Second Life ? Nous entrons dans une sorte d'état de conscience modifié, une sorte de transe. Nous projetons notre esprit dans Second Life et nous devenons très concentrés. Nous nous focalisons sur l'avatar et sur ce qui nous entoure et le RL s'efface. Cet état de conscience modifié laisse le champ libre aux subpersonnalités et chez certaines personnes, celles-ci se développent fortement. Ce n'est pas qu'elles soient totalement différentes du moi RL, elles sont parentes, elles partagent un substrat commun, mais présentent des traits de caractère propres, des traits de caractère qui n'ont pas eu la chance de s'exprimer dans le RL. Alors elles se manifestent et se développent et prennent de plus en plus de force. Et comme l'avatar a une influence sur le psychisme, on a là une sorte d'aller-retour entre la projection du mental dans l'avatar et une influence de l'avatar sur le psychisme. C'est pour cette raison que l'on cherche à modifier son avatar jusqu'à ce que l'on soit satisfait et que l'on puisse dire « ça, c'est moi ». Mais ce n'est pas le moi RL qui dit ça, c'est la subpersonnalité. Avec le temps, cette subpersonnalité, qui devient l'âme de l'avatar, se consolide, se renforce, se déploie, se distancie, développe une sorte d'autonomie. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce n'est pas le corps de Pixel qui devient autonome, mais notre projection dans le corps de Pixel, de notre subpersonnalité qui trouve un terrain d'expression quasi illimité. Le dispositif informatique fournit un corps, une partie de nous s'en empare et l'habite pendant le temps de la connexion. Que se passe-t-il hors connexion ? La subpersonnalité est soustraite à son corps de Pixel et se retire pour retrouver son environnement dans le psychisme. Elle ne vit pas dans Second Life. Elle n'y vit pas lorsque nous sommes hors connexion, mais elle vit alors dans notre tête. Là où les choses deviennent passionnantes, c'est que dans certains cas, cette subpersonnalité, commence à influencer la personnalité RL principale, comme une sorte de pensionnaire qui donnerait son avis, ou qui même, cela s'est vu, essaie d'imposer ses opinions au moi réel. Une sorte de rétroaction de l'avatar. Ce phénomène a été observé par Nick Yee, un chercheur américain qui travaille sur les avatars dans les jeux vidéo, à la différence que ici, je ne parle pas seulement de transfert de traits de caractère, mais de cohabitation dans le même corps, le corps de chair de deux personnalités. L'une d'entre elles s'est développée depuis la naissance du corps physique, l'autre s'est manifestée grâce à l'avatar. Cette cohabitation peut entraîner des conflits ou du moins des frictions. Ces deux personnalités ont un substrat commun mais divergent dans leur comportement, l'expérience acquise et les interactions sociales. C'est ce que Vola m'a fait comprendre à sa manière, en sachant qu'elle est obligée de me parler en français et que ce n'est pas simple pour elle d'expliquer des phénomènes aussi subtils dans une autre langue que la sienne, des phénomènes où l'on n'a pas encore d'explication scientifique. Mais ce qu'elle m'a expliqué, les expériences que l'on a faites et mon propre vécu, ont bien montré ce mécanisme. L'histoire de Vola l'a en quelque sorte obligée à créer un second avatar, le premier étant Volando Amat. Elle a vécu de nombreuses années avec les deux, d'abord Volando, puis Vola, et c'est Vola que j'ai rencontré. Mais il y a quelques mois,
Il y a eu une volonté de Volando Amat de revenir, et alors elle a eu 2 avatars en même temps sur Second Life. C'est à ce moment que Roy est arrivé. L'idée a été d'avoir 2 couples. Volando Amat avec Roy et Joss Muller avec Vola. Pourquoi ça? Pour voir si on pouvait faire cohabiter 2 subpersonnalités en même temps dans le SL. Mais cela n'a pas marché malheureusement, et Roy n'était pas vivant, et c'est Joss qui animait Roy. Je n'y arrivais pas. Mais ce que j'ai pu observer, c'est que Volando et Vola étaient différentes. Leurs caractères sont différents. Cela se remarque quand on est régulièrement avec elles. Il est certain que certaines personnes vont s'écrier « Mais elle est schizo !» Elle ne l'est pas. Pas du tout. Ni moi d'ailleurs. Même si Roy a appelé sa maison d'édition Schizoid Books. C'est un clin d'œil humoristique, bien sûr. Un jour, en me promenant avec Vola, dans des magasins, nous avons vu une skin très impressionnante. Roy l'achète et la porte. Et là, une chose incroyable s'est passée. Il a senti émerger en lui une sorte de forte émotion, et des pulsions sombres et inquiétantes se sont manifestées. Ce fut une claque pour lui, et il s'est dit « Ça, c'est moi !» Roy était né. Une recherche de ce genre n'est pas facile. Des émotions et des pulsions explosent, des doutes surviennent, des conflits naissent, des disputes aussi, parce que c'est du matériel psychique brut. Il n'y a pas de corps physique qui fait tampon, ça vient d'un coup et ça fait boum. Ces conflits sont de 2 ordres, entre nos 4 avatars et en nous-mêmes, entre nos subpersonnalités. Personnellement, je suis en colère contre Roy parce qu'il en a profité pour tout me prendre pendant que je n'étais pas là. Il a un caractère plus fort, plus indépendant, il n'est finalement pas un suppôt des forces obscures, ses pulsions se sont calmées, mais il reste quand même spécial. Il est meilleur que moi sur scène, par exemple, plus charismatique, et il m'a piqué mon groupe, et oui, et il l'a appelé Schizoid Band. Nous nous sommes lancés dans une expérience risquée, dont je n'avais aucune idée de comment elle pouvait se passer. J'ai été dépassé par les événements, surpris aussi. Il nous a fallu des mois pour retrouver un équilibre et stabiliser Roy. Pendant ce temps, je n'étais pas là en tant que Joss. Pendant ce temps également, Vola et Volando ont dû trouver un équilibre. Aujourd'hui, nous avons 2 couples fonctionnels. Il va maintenant falloir observer et vivre et voir comment les choses vont évoluer. Je voulais savoir si je pouvais faire émerger une seconde personnalité avatarienne en moi, parce que je l'ai vu chez Volando Vola. Cela a marché aussi chez moi, bien qu'il va maintenant falloir des années pour développer et faire mûrir cela. Une chose est sûre, c'est que nous n'avons pas affaire à un processus pathologique. Il s'agit d'une faculté naturelle de notre psychisme, et il a fallu ces technologies informatiques qui ont permis l'immersion dans un avatar pour le mettre en évidence. Les mondes virtuels, et pour ce qui nous concerne, Second Life, sont donc un vecteur d'évolution. Et là, dans ce médium, des facultés se développent. Empathie, perception des humeurs de l'autre, parfois quasi-télépathie. Il y a connexion psychique entre différentes personnes. À tel point que je me demande parfois si l'hybridation naissante entre nos psychismes et la machine ne serait pas une nouvelle direction que prend l'évolution humaine. Une évolution boostée par la technologie, comme si le moment était venu de nous transcender. J'ai utilisé des mots qui font appel à des facultés parapsychologiques. C'est une évidence, ces choses se passent. De nombreuses personnes en témoignent. J'ai aussi utilisé le mot hybridation. Cela fait déjà un peu plus peur. En général, on pense que si on se fait happer par la machine, on va disparaître ou devenir esclave. Mais regardez-vous. L'êtes-vous? Oui et non. Non, parce que je suis sûr que vous vous sentez vous-même et pas contrôlé par une chose artificielle. Oui, parce que vous êtes addict de Second Life. Les médias aiment mettre en avant cela parce que c'est négatif et que cela leur permet de montrer du doigt des gens qui jouent au lieu de travailler. Une idéologie passéiste du XIXe siècle. L'Organisation mondiale de la santé a aussi reconnu l'addiction aux jeux vidéo comme une pathologie.
mais c'est une manœuvre pour cautionner la prescription de médicaments pour consolider le business des lobbies pharmaceutiques. Je n'aime pas ce terme d'addict car il n'est pas adapté à la situation. Il s'agit en fait d'un état de transe qui permet l'émergence d'émotions plus fortes que dans le RL, et on revient en SL parce qu'on a envie de vivre ces choses encore et encore. Quoi de plus normal quand on ne trouve pas vraiment de satisfaction dans le RL? Peut-on parler d'addiction pour autant? Je ne pense pas ça. Disons que c'est le même genre d'addiction qui fait qu'on aime lire ou écouter de la musique. Rien de bien méchant en fait. Pour conclure, je pense que ces technologies immersives nous ouvrent des possibilités inouïes. Pas seulement pour améliorer le real life, en nous permettant d'enseigner mieux à distance ou en nous permettant de nous rencontrer alors que nous sommes à des milliers de kilomètres les uns des autres, mais aussi certainement, nous sommes au début d'un changement dans nos sociétés, parce que les univers virtuels vont prendre plus d'importance dans le futur proche. De plus, nous ne savons quasi rien de nos capacités, rien sur nous. Le cerveau et son fonctionnement restent encore un mystère, et nous avons là une technologie totalement incroyable pour nous connaître mieux. Nous connaître mieux en entamant un voyage à l'intérieur de nos têtes grâce à l'immersion dans Second Life. Et nous connaître mieux en développant de nouvelles capacités mentales, des capacités que nous possédons en nous depuis des millénaires, mais qui trouvent ici, grâce à Second Life, le moyen de se développer plus vite. Comme je l'ai déjà dit, Second Life est un environnement psychique. Nos écrans sont des fenêtres, des passages vers d'autres mondes. Et là, pour la première fois dans l'histoire, il est très facile de voyager dans ces univers. Et pourtant, pour l'instant, la technologie est encore balbutiante. Très bientôt, nous aurons les casques de réalité virtuelle, et là, l'immersion sera bien plus forte, plus efficace. Je le sais. J'ai expérimenté l'usage d'un casque de réalité virtuelle pendant des mois en jouant à des jeux vidéo avec. C'est absolument bluffant. Aujourd'hui, après des années d'observation de l'évolution des technologies informatiques, je pense que l'arrivée des machines intelligentes est un point clé, que notre plongée dans l'univers des machines est la condition d'un saut évolutif de nos cerveaux. Que ce n'est pas un hasard si aujourd'hui nous voyageons déjà dans un univers généré par la machine. C'est la conjonction de ces deux univers, le biologique et le technologique, qui va nous donner accès à la conjonction et à la véritable expansion de la conscience. Celle-là même que recherche l'humain depuis l'aube de l'humanité, avec toutes ces techniques d'induction d'état de conscience modifiés. Celle-là même que recherchaient les hippies dans les années 60 et 70 avec les hallucinogènes. Mais il s'est avéré que la contre-culture était un cul-de-sac. Et pourtant, de ce mouvement psychédélique sont nés les nerds et les geeks, ceux qui ont jeté les bases de l'informatique que l'on connaît. Ce sont eux, avec les écrivains de science-fiction cyberpunk, qui ont fait naître la cyberculture dont nous sommes les enfants et les représentants aujourd'hui. Ce sont eux qui sont la base des philosophies transhumanistes et extropiennes. Mais ceci est un autre sujet que je vous présenterai dans une autre conférence. Merci d'être venu, merci de votre attention, à bientôt.